Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du premier épisode de la deuxième saison de On Jase là, l'émission où on discute de nouveaux sujets à chaque semaine avec mes collaborateurs Marc-André. Salut Sam! Rosemary. Allô! Nous avons deux invités cette semaine, Valériane. Bonjour! Et Elisabeth. Allô! Qui vont nous parler d'un projet qui les tient fort à cœur. Toutefois, vous pouvez constater assurément qu'il y a un absent parmi nos habitués. Effectivement, Clarence est parti autour du monde, voyager, découvrir du pays. Il va rester avec nous toutefois, malgré la distance, avec des chroniques qui vont nous avoir pondu de bien loin. Donc, de différents sujets qui vont susciter assurément la discussion par la suite. Donc, bien entendu, on ne lâche pas nos vieilles habitudes. La bière cette semaine, Rosemary. Donc, cette semaine, je vous fais déguster la Helle de la brasserie Vrouden située à Granby. Donc, c'est une blonde, une lager blonde de type Helles à 5% d'alcool. Donc, les Helles, c'est une type de bière blonde allemande de fermentation basse, donc ce qui en fait une lager, qui est brassée en Bavière. Il y a une raison pour laquelle je vous fais déguster ça aujourd'hui, je dois vous l'avouer, c'est que cet été, Sam puis moi, on est partis 3 semaines en Bavière. Puis je dois vous avouer qu'on est tombé en amour avec les bières de cette région-là de l'Allemagne. Donc, on cherche activement depuis notre retour des bières, soit qui viennent de Bavière ou d'inspiration bavaroise, mais assez typique. Puis, c'est ça, on est tombé sur celle-là. J'avais entendu parler de la brasserie Vrouden, qui c'est ça, c'est une brasserie qui s'inspire des traditions allemandes et bavaroises pour la très grande majorité de leurs bières. Donc on retrouve des bières de type Helles, Dunkel, Kölsch, Weizen et j'en passe. Bienvenue à On Jase là, la saison 2 en allemand. Ça. Exact! Donc, cette bière-là, la Helles, c'est une bière qui a été brassée pour répondre à la popularité de la Pilsner tchèque en Allemagne. Donc, la Pilsner a été très, très, très populaire en Allemagne il y a un certain temps. Puis là, on s'est dit, non, c'est pas vrai qu'on va détrôner nos belles bières bavaroises. Donc, il y a la microbrasserie, c'est pas une microbrasserie, pardon, la brasserie Spaten à Munich, qui est une des 6 brasseries officielles de l'Oktoberfest, qui a commercialisé en 1894 cette bière-là. Et je précise tout ça, ça a l'air un peu superflu, mais je précise tout ça parce que Vrouden ont décidé de préciser toutes ces informations-là sur l'étiquette de la bière. Puis je trouvais que c'était un beau clin d'œil parce que c'est ça, nous on est passé devant ces brasseries-là, Spaten. Je pense pas qu'on a dégusté par contre de bière de Spaten. Pas en souvenir, non. Malheureusement. Mais c'est ça. Donc moi ça m'a appelé. Donc la Helles, à l'œil, c'est une bière blonde translucide, mais quand même un peu plus trouble que la plupart des Helles qu'on a bu en Bavière. C'est une bière qui a un collet très intense au début. Ouais. Oui, ça m'a pris à peu près 45 minutes verser ma bière parce qu'il y a trop gros collet pour le verre. La moitié du verre, c'était le collet. Oui, donc. mais elle finit par s'estomper progressivement, mais il y a toujours un petit collet qui persiste. Au nez, on a vraiment des arômes de céréales, de grains, une légère note de houblon. En bouche, le grain est vraiment très présent, puis il dévoile vraiment toutes ses subtilités. Il y a des notes herbacées en finale qui sont dues au houblon. La texture est onctueuse, je trouve, encore une fois, plus que les Helles typiques qu'on a bu en Bavière. Mais c'est quand même une caractéristique Oui. typique des Helles, puis des bières bavaroises de façon générale. Mais elle l'est plus quand même que la plupart qu'on a bu. Mais oui, c'est ça. Mais ça en fait une bière qui est quand même tout à fait rafraîchissante. L'amertume est assez faible, mais elle persiste en bouche en arrière. Donc, en conclusion, c'est selon moi une bière qui réussit à nous ramener en plein cœur de la Bavière. Vraiment, là, Définitivement. j'étais vraiment très, très, très satisfaite. C'est une bière légère qui est très accessible, mais qui est tout de même goûteuse et pleine de subtilité. Donc, je vous dis Chin Chin ou Prost en allemand. Prost! Mais c'est vrai que ça fait. Ça me rappelle beaucoup. Toi aussi plus qui as les été en bières. Bavière. Ben, ça me rappelle plus les bières tchèques que les Ah bières que j'ai bu en Bavière. Et pourtant, c'est Ça une fait lager. longtemps en même temps que j'ai pas été en Bavière, fait que peut-être que je mélange les goûts aussi. Mais ça me fait plus penser à ça que mon souvenir des bières bavaroises. Ah, ben. Mais vraiment bonne. Oui, moi j'ai vraiment adoré. Peux-tu nous rappeler le nom, s'il te plaît? C'est la Helle de la brasserie Vrouden. Merci. Merci beaucoup, Rosemary. Ça me fait plaisir. On va savourer le tout en découvrant en fait le merveilleux projet dans lequel vous vous êtes jeté sans trop savoir dans quoi vous vous lanciez, je crois. Donc,
De ce que je comprends, vous êtes entrepreneur, mais dans un projet à vocation sociale. Oui, effectivement, Défi-toi a comme objectif de faire bouger les enfants défis particuliers de la région des Laurentides, où c'est notre territoire privilégié. Donc, c'est ça, une vocation là, sportive, mais aussi physique et sociale là, qui vise l'inclusion. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous offrez comme service? Pour l'instant, on a quelques trucs différents. On a entre autres le camp de jour en plein air tout l'été qui est assez innovateur parce qu'avec les enfants à défis particuliers, on va se dire, on peut pas faire tout ce qu'on veut nécessairement. Les balises doivent être un petit peu plus claires puis l'environnement un peu plus structuré. Fait que c'est assez audacieux en fait d'essayer d'aller se lancer en plein air avec des enfants qui n'ont pas nécessairement conscience ni du danger ni de l'espace auquel ils ont droit d'aller versus la forêt qui est trop loin. Premièrement, parce que c'est des enfants. Ben, rappelons-le. Déjà là, à la base. Mais tu sais, quand on parle d'un enfant qui a une déficience intellectuelle, de la trisomie, qui est peut-être autiste ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas conscience nécessairement que s'il s'en va plus loin dans la forêt puis qu'on le voit plus, ben il saura peut-être pas comment revenir jusqu'à nous. Fait que c'était quand même audacieux à la base. Puis là, on a fait notre première été, ça a été numéro 1, aucun enfant perdu, si à rassurer tout s'est bien passé. Oui. Puis c'est Est-ce ça. que vous tenez un panneau avec le nombre de jours sans enfants perdus depuis le début de la saison? On essaie de le maintenir à 0 idéalement, fait que le panneau c'est pas avéré nécessaire jusqu'à Excellent. maintenant. Si ça arrive, je te fais Sinon, signe. on vous donne la suggestion. Mais j'avouerais qu'avec nos ratios aussi et nos moniteurs qui sont spécialisés dans le domaine, il y a peu de chances que ça arrive. On offre un moniteur pour 3 enfants. Fait qu'à ce moment-là, là, les monitrices ont les yeux sur chacun des enfants qui leur sont associés. Là. Puis ça, en fait, est-ce que c'est une norme légale que vous devez respecter dans le cadre d'un camp comme ça, justement, avec des enfants avec des déficiences? Est-ce qu'il y a un nombre requis de, justement, d'un maximum d'enfants par moniteur, en fait? Ou c'est vous qui avez dit comme ça, c'est une norme qu'on trouve qu'il y a du bon sens? En fait, c'est chaque entreprise ou chaque organisme va créer un peu ses règlements puis ses limites. Notre limite, c'était d'avoir justement ce ratio-là, puis on l'a essayé en cours d'été, des ratios diminués, soit un moniteur, un enfant, ça fonctionnait pas dans notre environnement. Fait que c'est des bases qu'on se fixe, puis pour essayer, pour justement là, que ça fonctionne bien. Okay. Mais au point de vue légal, il n'y a pas de normes nécessairement qui sont fixées surtout au niveau des camps d'enfants à défis particuliers, là, il n'y a pas de convention qui s'entend en fait d'une place à l'autre sur quel devrait être le ratio. Okay. En camp régulier, on parle généralement d'un moniteur pour environ 15 enfants. Ça varie, là, ça peut être entre 12 et 17, mettons, là, mais la norme, c'est à peu près 1 pour 15. Mais nous, c'est pas réaliste, mais pas du tout. Puis, comme je dis, il n'y a rien qui régit là, outre ça, dans le fond, pour les enfants qui ont des défis. Fait que, on y va un peu comme on le sent. Ouais, on s'est fié beaucoup sur l'association des camps certifiés pour voir c'était quoi les balises en camp régulier pour guider nos balises en camp adapté. Okay. Que c'est pour un but justement de certification ou... La certification est dure à obtenir. Tout d'abord, il fallait faire notre premier été. C'était une des checklists qu'on devait leur prouver. Puis par la suite, là, ça demande énormément d'investissement. C'est peut-être une possibilité dans les prochaines années, mais pour l'instant, on ne s'embarquera pas nécessairement dans le processus parce que c'est un long processus. Est-ce que vous parlez d'investissement? Est-ce que c'est vraiment un investissement humain, comme quoi il y a beaucoup de... Je dis ça comme ça, mais de la documentation ou c'est vraiment un investissement monétaire? Parce que ce que je peux comprendre d'une association comme ça, c'est que ça vient faire un peu office, pas d'un ordre, mais disons d'une espèce de garantie de... Tu as raison sur ce point-là. En fait, c'est un peu les deux. Je dirais que financièrement, c'est quand même assez exigeant. On parle de entre 700 et 1000 par année pour être certifié. Puis là, à partir de ce moment-là, ça te donne accès à la certification, mais aussi à de l'aide juridique, à toutes sortes d'autres un peu avantages là, pour les gens qui sont certifiés. Mais comme Valériane disait, il faut qu'ils viennent observer le camp de jour, puis que tu répondes à toutes les exigences du camp, qui sont des exigences souvent basées, encore une fois, sur des camps réguliers. Donc, nous, on peut s'y plier dans une certaine mesure, mais je suis pas certaine que en ce moment, on répondrait à tous les critères sur le fait que c'est des enfants qui n'ont pas les mêmes besoins. Fait qu'on peut pas nécessairement tout le temps répondre exactement aux mêmes normes. Mais voilà, fait que c'est surtout au niveau monétaire, nous, de notre côté en premier. Puis après ça, on verra au cours dans les autres années si on peut s'y plier. Là. Puis est-ce qu'il existait déjà
quand même beaucoup de camps pour des enfants qui avaient des besoins? Est-ce qu'il y avait un modèle que vous pouviez un peu calquer ou vous inspirer pour avoir une bonne idée de OK, c'est comme ça qu'on devrait partir? Ou... C'est sûr qu'on a eu des inspirations, mais on est le premier camp de jour en plein air pour enfants à défi particuliers de la région des Laurentides. Il n'y en a pas d'autres. Habituellement, c'est des camps de jour dans des écoles ou dans des établissements style centre communautaire. Donc, il y a vraiment un établissement fixe où il y a des locaux à l'intérieur. Au parc du Domaine Vert, oui, on a un local où les enfants peuvent aller. Ils ont chacun une petite maison, en fait, là. C'est ça, un 10 pieds par 10 pieds. C'est pas très grand. Ils déposent leur sac à dos, mais ils vivent leur journée à l'extérieur, complètement. Alors, on mange à l'extérieur, les collations c'est à l'extérieur. Et donc, c'est vraiment une immersion totale, là. Puis on pratique quel genre d'activité? Est-ce que c'est beaucoup des sports? Est-ce que c'est vraiment, on vise le plein air, donc par exemple aller faire je connais plus ou moins l'environnement dans lequel vous êtes, là, mais je sais pas s'il y a par exemple des embarcations à louer ou... en fait, c'est quoi le genre d'activité que vous faites finalement avec les jeunes? Ben, on essaie pas mal dans tout ce qui est nommé. Bon, pas les embarcations, au niveau de l'eau, il n'y a pas vraiment de source d'eau proche ni rien, Okay. donc on touche pas à ce niveau-là. Mais les enfants ont accès à un mur d'escalade, arbre en arbre, ils vont faire de l'hébertisme, ils font même du tir à l'arc. Nous, on propose des activités comme ça dans la journée, comme ligne directrice. Puis après ça, au-delà de ça, effectivement, il y a de la piscine à tous les jours. Valériane me ramène à l'ordre. J'ai oublié quelques petits Ça avait manqué un très beau mime. Mais oui, donc c'est ça. Au-delà de ça, les animateurs sont appelés à aller faire des jeux de coopération puis d'aller explorer un peu de leur côté aussi. Puis les enfants, des fois, oui, c'est le fun de les stimuler avec des gros jeux et tout, mais ils ont besoin des fois d'explorer par eux-mêmes aussi. Donc ça arrivait des fois que l'activité, c'était tout simplement de prendre la boue, faire des bonhommes de boue ces arbres ou, tu sais, ramasser des petites feuilles par terre puis en faire un saut. Puis les enfants aimaient ça en général, là. Mêler d'avoir le un petit créatif temps. finalement. Oui, exact. Puis c'est rare qu'on leur donne la permission de se salir, d'aller jouer dans le bout, de dire c'est pas grave, tu seras crotté. Puis t'sais, le meilleur exemple qu'on a, je pense, c'est une grosse journée de pluie. Il pleuvait à Sio, c'était interminable. Puis on avait dit, parfait les cocos, on se met en maillot de bain. Puis là, on est allé, on a une grosse montagne, en fait, qui devient un peu boueuse avec la pluie. Donc on a installé une bâche, puis les enfants allaient glisser sur la bédaine dans la pluie, dans la boue. Ils étaient sales de la tête aux pieds. Puis les parents étaient juste heureux de venir chercher leur enfant tout crotté parce qu'ils disaient, crime, ben moi, avant, mon enfant, il sortait pas dehors quand il pleuvait ou il aimait pas ça être sale. Ou... Fait que, Ça devait être une de leurs meilleures activités, Ah, probablement, ouais. c'est sûr. Oui, puis on avait la GoPro, les enfants étaient énervés, wow. ils étaient contents. Fait que vraiment, on va chercher l'exploration. C'est notre devise, je pense. Là. On vit avec ce que la nature nous offre, dans le sens au niveau de la température, mais aussi de l'environnement. Puis si un moniteur a envie d'aller faire justement une marche dans le bois avec ses jeunes, ben let's go, fais juste me dire la direction que tu prends, puis quel trajet tu vas prendre, puis vas-y là, avec ta gang de petits mousses, puis go, va voir le bois, va jouer dans le sable, là, c'est génial pour ça. Là. Les accompagnateurs, est-ce qu'ils ont tout le temps les mêmes enfants avec eux ou les enfants peuvent changer d'accompagnateur? En fait, l'été, c'est divisé en blocs de 2 semaines. Fait que à l'intérieur même du 2 semaines, le moniteur va être pairé tout le temps avec les mêmes jeunes, mais à travers chacun des blocs, ils peuvent varier. Ok, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, autant pour l'enfant de découvrir des nouveaux adultes que le moniteur de découvrir des nouvelles problématiques puis des nouveaux défis. Fait que c'était gagnant-gagnant. C'est sûr que pour certains enfants, on a priorisé la stabilité, mais quand on pouvait, on essayait d'explorer plusieurs difficultés. Je vais peut-être faire un petit segue dans la conversation, mais avant qu'on aille un peu plus loin dans le côté technique, j'ai le goût de savoir qui vous êtes, d'où vous partez, comment ça c'est venu en fait, comment c'est venu qui a créé ça. Fait peut-être juste savoir un peu votre background, puis comment la fondation de Défie-toi s'est fait. Ben dans le fond, je vais commencer de très très loin. Là. Moi, je suis tombée dans le milieu de l'autisme, je devais avoir 7-8 ans environ. Ma mère est enseignante en adaptation scolaire. Ma soeur étudiait là-dedans également, fait que quand j'avais des journées pédagogiques puis que ma mère savait pas trop quoi faire de moi, elle m'amenait dans sa classe. Mais pour moi, c'était des amis avec qui j'allais jouer, passer la journée, puis c'était super plaisant de mon côté. Mais j'ai appris à les côtoyer puis à savoir qu'est-ce que c'était l'autisme en fait à travers tout ça. Fait que rapidement, ben, ma soeur est tombée dans le domaine vu qu'elle était en adaptation scolaire. Elle a commencé à travailler dans des camps de jour spécialisés. Puis ben, c'est rapidement devenu mon intérêt à moi aussi. Fait qu'elle m'a fait rentrer à sa job tout simplement. J'ai eu le petit passe-droit de je suis la sœur de. Mais j'ai travaillé dans le fond dans des camps de jour, dans des organismes similaires un peu à ce que nous on fait, mais à leur façon, dans le fond, dans des milieux un peu différents. J'ai fait ça pendant 5 ans.
Puis ben la piqûre vient de soi avec le temps et tout. Donc c'est sûr que bon, à partir de ce moment-là, quand toi tu commences à avoir une passion d'un côté, puis que tu travailles dans des milieux, tu récupères un peu des éléments qui te plaisent, qui te déplaisent, pour former un petit peu ta vision des choses. Fait que ça a juste été la motivation de me dire ok go là, je sais ce que je veux, puis je m'enligne dans cette direction-là. Fait que je pense que c'est pas mal ça ma source de motivation. De mon côté, c'est un parcours un petit peu similaire. Depuis toujours, je côtoyais des enfants de tout âge. Puis, il y a un de mes emplois qu'on me fait travailler avec une jeune ayant un trouble du spectre de l'autisme, un TSA. Puis, à partir de là, ça a été complètement un coup de cœur. Fait qu'à 16 ans, je me dis, ça y est, je m'enligne en psychoéducation. De fil en aiguille, j'ai changé pour aller dans un organisme qui offre des services spécialisés. Et de là, j'ai rencontré Elisabeth. Ça a été un coup de cœur d'amitié. Puis, on s'est lancé tête première par la suite dans une entreprise 3 ans plus tard, en activité physique adaptée. Au niveau du bagage d'études, moi je suis en psychoéducation, j'ai la maîtrise, fait que c'est sûr que ça crée une notoriété au niveau de l'entreprise. Puis, je pense, le plus beau métier du monde qu'on va pratiquer dans quelques années, là, littéralement. Je tiens juste à rectifier, là, Valérie, elle disait coup de cœur d'amitié, c'est un peu faux. La première année qu'on s'est rencontrés, on s'endurait pas du tout mutuellement. C'est pertinent à mentionner, il y a de l'espoir. Ça commence toujours comme ça, une bonne amitié. Ben, ça a commencé avec des virées Dollarama. En fait, on avait besoin dans le travail commun d'aller acheter des choses, puis écoute, ça a mené loin quand même. Fait que s'il y a quelqu'un que vous ne tolérez pas trop au travail, restez... Amenez-le au Dollarama. Allez vous acheter des licornes et trucs. Genre, ça a créé des amitiés. Mais c'est ça, vous dites que vous êtes rencontrés dans un organisme qui s'occupait d'enfants à défis particuliers. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers l'entrepreneuriat? Parce que je sens qu'il y a quand même une nuance. En pré-entrevue, ça a l'air d'être ressorti un peu d'ailleurs. Il y a vraiment une distinction entre le fait que vous partiez une entreprise privée versus un organisme. L'idée de base, la grande différence entre une entreprise et un organisme à but lucratif, c'est que la tête dirigeante d'un organisme peut, par son conseil d'administration, se faire mettre à la porte, en fait. Tandis qu'un chef d'entreprise, non. Tu es le propre chef de ton entreprise, c'est toi qui prends les décisions. C'est ça, puis vous n'êtes pas une compagnie cotée en bourse, donc il n'y a pas de conseil d'administration ou truc du genre, c'est ça? Puis ça a l'air égocentrique présenté comme ça en se disant, ben nous on veut pas être dirigé par d'autres personnes, on veut pas, c'est pas ça l'objectif du tout. Dans le fond, c'est que Valériane et moi, quand on a parti ce projet-là, on a une idée, on a une lignée, on sait où on s'en va. En ayant un conseil d'administration qui doit comporter quelque chose comme 6 personnes, mais c'est 6 têtes avec 6 objectifs différents. Donc c'est dur de mettre ton cœur au complet dans un projet, ton argent, ton temps, c'est un peu comme un mari, ça prend toute ta vie, ok? Fait que... on va dire ça comme ça. Fait que d'y mettre autant d'énergie, puis que peut-être que 2-3 têtes dirigeantes, puis parce qu'ils ont des objectifs complètement différents, c'est zéro de la malveillance, mais ça va amener quelque chose complètement ailleurs que où tu l'avais prévu. Fait que d'où le fait que nous, on s'est dit non, on peut pas, on doit garder ça pour nous, on doit garder ça dans l'objectif où on veut y aller, parce que sinon, on va déroger de notre idée de base. Ouais. On se fait poser la question à peu près à toutes les fois, à toutes les personnes qu'on en parle, qu'on est en entreprise privée avec vocation sociale. Le premier mot d'ordre, c'est « Mais pourquoi t'es pas un OBNL? T'aurais beaucoup plus de subventions, beaucoup plus d'aide. » C'est la réponse qu'on finit par donner parce qu'on veut être le propre chef puis envoyer des fitois du point A au point B comme on l'a imaginé. C'est sûr que ça va être avec des hauts et des bas, mais l'objectif va être celui qu'on a déterminé dans quelques années. Là. On n'est pas là tout de suite, mais c'est ça. On veut garder la ligne directrice. C'est l'idée finalement d'avoir comme votre vision puis de la planifier en fonction de vous, comment vous le voyez. Puis j'imagine que justement construire ça sur l'amitié que vous avez, oui. Malgré l'amitié, on a signé un contrat parce que là, dans chaque bonne entreprise, on sait jamais ce qui peut arriver. Fait qu'on a un contrat d'entreprise. Mais oui, c'est tout un... Sans rentrer trop dans le personnel, ça te paraît c'est correct, mais est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est une crainte que vous avez que ça puisse affecter négativement votre amitié? Y a-t-il des moments où vous êtes pogné sur une question d'entreprise puis... Oui. Se pogner, non. Se taper ses mères, oui. Okay, mais on s'est jamais pogné. Pour l'instant, on est capable de s'auto-réguler. Oui. Fait que c'est pas si pire. T'sais, on est capable de se dire, là, tu m'énerves, je vais aller prendre 3-4 minutes seule. Puis je pense que c'est normal parce que on a passé cet été, là, ça a été environ 10-12 semaines
à se voir 70 heures par semaine, non rémunérées, je tiens à noter. Ouais. Fait que c'était vraiment, on n'avait pas le choix d'être là puis de se tolérer. Fait que, tu sais, c'est sûr, n'importe qui que tu passes du temps collé de même dessus, tu finis par avoir des tensions ou, tu sais, de moments où t'as besoin d'être seul, à un moment Ben donné, oui. là. Fait que, oui, ça c'est une crainte qu'à un moment donné, il y ait un désaccord sur un point qui mène à ce que l'amitié soit un petit peu, ben, je sais pas comment dire, mais... Ben, amenée à être moins belle qu'elle est en ce moment. Ben déjà, tu sais, on le voit parce que, veux pas, chaque fois qu'on se voit, c'est pour parler de la compagnie. Chaque fois qu'on se parle au téléphone, ben on a quelque chose à se dire sur la compagnie. Fait que ça prend un peu le dessus des fois, puis il faut se ramener à l'ordre. Puis des fois, on se dit, OK, regarde, ce soir, là, on se fait une soirée Walt Disney avec des princesses, puis on n'en parle pas de la job parce que sinon ça devient pas sain, là, ça envahit l'amitié rapidement. Là. Réussissez-vous à pas en parler dans ces moments-là? C'est difficile. Souvent, il ne faut pas parler. Oui, C'est merveilleux. Je pense que c'est arrivé une fois ou deux qu'on a réussi depuis que l'entreprise a, Ouais. à ses tout débuts, ça fait déjà 3 ans qu'on roule, là, même si on est incorporé depuis même pas 1 an, mais 2 fois en 3 ans. Fait que c'est ça. Ouais, mais... C'est de la passion. Je pense que le mot derrière, là, c'est... Oui, il y a l'investissement de temps, il y a l'investissement monétaire aussi, parce que, ben, pour que mon entreprise roule, il faut que j'investisse. Hein? C'est mon argent aussi qui va à l'intérieur. Puis, c'est ça. C'est du temps et de l'argent. C'est ça, ben c'est un peu ça que j'allais De la rajouter passion. aussi, c'est que même si c'est pas de l'argent, le temps qu'on a investi, on cumule nos heures, puis tu sais, au-delà des heures qu'on a réussi à se payer un peu, ben on a cumulé à peu près 900 heures de bénévolat depuis décembre. Fait que veux pas, ça paraît, c'est 900 heures que tu passes pas au travail en train de payer ton loyer puis de payer tes factures. Fait que c'est là qu'on va le chercher le paiement, en fait, là, plus que dans nos comptes de banque directement. C'est pas du bénévolat, c'est de l'investissement. C'est ça, Oui. exact. C'est ça, je vais vous demander, c'est comment les deux vous êtes aux études, Oui. les deux vous Parfait. travaillez, Oui. puis vous avez Défie-toi en plus. Oui. Ça rentre comment tout ça dans une semaine? J'imagine que peut-être cet été, ça devait être. Maintenant, vous n'aviez pas l'école, ça devait être pire avec le camp en termes de temps. Oui. Mais en une semaine normale, disons, là, on vient de commencer la session scolaire et tout ça. Ça ressemble à quoi? Faut que j'avoue que en ce moment, c'est beaucoup Elisabeth qui a les deux pieds dans les toits. Avec la tête dans la maîtrise, j'ai pas le temps et l'énergie d'investir comme j'aimerais investir à travers des toits. Par contre, au niveau de cet été, les journées commençaient à 7h30, finissaient à 17h30. Puis après ça, c'était par téléphone. On n'était plus sur le terrain, mais on pouvait compléter des papiers par ordinateur où on s'appelait pour justement poursuivre les journées. Fait que l'été, c'est du 24 sur 24 quasiment, hein? Mais pendant l'année, c'est plus Elisabeth qui en prend sur le dos. Donc, comment tu fais, Elisabeth? Ben, c'est une question de diviser les heures puis d'essayer de revoir ses priorités aussi. Là. Il y en a beaucoup qui se disent ben mon avenir, c'est l'école, c'est mon diplôme. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, j'étais à l'université, j'étais en psychologie en 2e année. Je sais qu'en psychologie, si t'as pas de doctorat, tu peux pas pratiquer. Mais mon avenir, c'est malheureusement pas ça. C'est Défie-toi. Je me construis tranquillement ma job de plus tard. Donc, des fois, ça m'arrive que je suis à l'école, je suis dans mon cours physiquement, mais que je réponds à des courriels, je fais de la paperasse. Tu sais, j'essaie de diviser. J'essaie le plus possible d'être studieuse et de faire mes choses, mais c'est pas tout le temps réaliste, veux pas. Fait que on divise comme on peut, on fait des petits breakdowns avec des larmes des fois de temps en temps pour compenser le tout. Mais somme toute, là, ça réussit à bien se gérer. Mais il faut y penser à 2 fois. Oui. Je sais pas si j'avais su, tu sais, moi au début, là, je me disais, un camp de jour, tu sais, t'as des moniteurs, t'as des enfants, les parents payent le camp de jour, qui payent les moniteurs. Tu sais, ça avait l'air bien simple comme structure dans ma tête. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Au niveau de l'argent investi, au niveau du temps à investir, au niveau des normes, des lois, de la façon de créer l'entreprise, c'est inimaginable, toutes les étapes qu'il y a à faire. Fait que si c'était à refaire de zéro, j'attendrais probablement un petit peu. Parce qu'avec les études à temps plein, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Puis est-ce que vous avez réussi quand même à attirer des investissements extérieurs à vous, des gens qui vous font confiance puis qui croient en votre entreprise? Fait que... À tout le monde qu'on parle de Défie-toi, c'est wow, c'est un très 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 beau projet. Fait que oui, on a réussi à gagner des prix, on a fait des concours au niveau d'avoir des mentors, tout ça. On gagne souvent parce que c'est un très beau projet avec une très belle clientèle. Mais en ce qui concerne le financement des entreprises privées au Québec actuellement, c'est une lacune. Je comprends que l'idée derrière une entreprise privée, c'est de peut-être arriver à faire quelques sous, mais le financement est nul. Okay? Nul. On a reçu Une subvention. cet été une subvention qui subventionnait 50% en guillemets du salaire des moniteurs.
si on les payait au salaire minimum. Mais étant dans le domaine, on sait que le salaire minimum, ça convient pas pour nos filles. Ils font tellement un travail exceptionnel là, qu'on les paye plus. Donc, la subvention, on se retrouve à payer 30% finalement des salaires, ce qui est à peu près rien quand tu compares à un organisme à but lucratif que le salaire est payé à 100%. Puis ça, c'est courant là, c'est dans tous les champs. Là. C'est ça. Puis au-delà de ça, même la subvention, nous, c'était 8 semaines de travail, mais ils peuvent en financer seulement 6. Puis pour 4 moniteurs sur 7, ils choisissent un petit peu la façon qu'ils façonnent la subvention. J'imagine que d'année en année, quand tu la redemandes puis qu'ils voient que tu engages, en fait, c'est pour engager des étudiants qui sont aux études à temps plein, ils retournent aux études à temps plein. D'année en année, peut-être que la subvention gonfle s'ils voient qu'effectivement c'est fait puis que c'est vraiment des étudiants qui travaillent pour nous. Mais ça a subventionné peut-être, même pas le tiers en fait, du salaire qu'on a dû payer cet été aux moniteurs. Chance qu'on l'a eu, honnêtement. Chance qu'on l'a eu parce que c'est une bonne tape dans le dos, puis let's go les filles, on est capable. Mais c'est peu comparer les dépenses autour d'un démarrage d'entreprise. Là. Juste s'affilier au gouvernement, c'est énormément de frais. Là. Ça me surprend un peu quand même que ça soit aussi difficile et qu'il y ait si peu de ressources parce que ça rentre dans le contexte d'économie sociale. Le gouvernement, c'est un focus pas mal depuis les 5-6 dernières années. On entend de plus en plus parler. C'est entre 10 et 15% du PIB du Québec qui vient de compagnies qui font de l'économie sociale. C'est énorme, ça n'existe pas ailleurs au Canada, ça n'existe pas aux États-Unis, quelques régions en Europe ici et là, mais il y a quand même un focus de plus en plus grand. Puis j'aurais pensé justement que ça se serait vraiment beaucoup plus reflété en termes de subventions pour une entreprise dans votre genre qui débute. Mais où on les a peut-être pas trouvés. C'est peut-être ça. C'est peut-être qu'on les a pas trouvés. Pas mal sûr que vous avez fait vos devoirs. Mais honnêtement, c'est difficile de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas... L'information n'est pas condensée en un seul endroit, même pour l'incorporation de la compagnie. Okay? Ça a l'air bien simple. Ils nous disent faites ça par Internet, vous allez voir, c'est bien beau, bien simple, quelques étapes. C'est vrai, mais tu sais pas tout ce que tu coches. Honnêtement, les étapes sont préétablies, il y a des choses auxquelles tu t'inscrives que tu n'as pas besoin de t'inscrire dans les faits. Donc, nous, mettons, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est inscrit par Internet, on a fait notre démarche, puis on est arrivé après ça devant une comptable, elle a dit « Ah, il y a des erreurs, il va falloir recommencer l'incorporation. » Donc, on avait déjà payé une partie, quelque chose comme, je vais être toute franchise avec nos chiffres, là, mais environ 400$ pour la première incorporation en ligne. Puis, il a fallu repayer 1200$ pour refaire l'incorporation au total par la suite. C'est des démarches qu'on n'est pas au courant. Ce qu'on doit faire au niveau légal pour être dans les normes, ben c'est pas écrit nulle part. Fait que il faut qu'on y aille à tâtons, qu'on parle avec des gens qui nous informent des grandes lignes. Mais c'est très difficile de s'y retrouver. Donc, suggestion à n'importe qui veut partir d'une compagnie, faites affaire avec des gens qui font du démarrage d'entreprise puis qui sont au courant des démarches. Un ami avocat, un ami comptable, c'est l'idéal. Notaire Notaire, effectivement, pour être correct, pour être bien au courant des démarches. Vous parliez de concours tantôt, où est-ce que vous gagnez un mentorat. Donc j'imagine que vous avez eu des mentors pour vous aider à bien vous structurer puis démarrer. Est-ce que justement... ça paraissait c'était vraiment de se tirer dans le pied que de partir avec ce type d'entreprise-là versus quelqu'un qui veut développer un nouveau produit ou un nouveau service qui est plus à but lucratif, là? Ben, je pense que l'opinion des mentors qui ont été exceptionnels, soit dit en passant, était peut-être un peu biaisée dans le sens que c'était 6 chefs d'entreprise qui étaient devant nous. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit penchant vers l'entrepreneuriat, puis vraiment nous dire qu'on est capable et tout ça. Est-ce que si dans l'autre des mentors, il y avait eu 2 personnes qui étaient directeurs généraux d'un OBNL, ça aurait été différent? Peut-être effectivement que ça aurait peut-être guidé la conversation ailleurs, mais on était pas mal focus sur le privé. Mais en fait, la problématique de notre entreprise, c'est que ça n'existe pas. Fait que souvent, les gens qui veulent nous aider sont habitués avec des nouveaux projets, de la mise en marché, des trucs du genre, des nouveaux produits à vendre. Ouais. Mais un but social comme ça, c'est rare que ça arrive dans l'entrepreneuriat privé. Fait qu'ils prennent notre projet puis ils savent pas trop quoi faire avec. Fait que les autres aussi, il faut qu'ils posent des questions. Fait que même ceux qui connaissent ça à fond doivent aller se référer ailleurs parce que ça tombe dans une petite craque du système qu'ils savent pas quoi faire avec. Ça a été ça la grosse difficulté, mais on s'est fait soutenir de tous bords, tous côtés avec des gens exceptionnels. Puis entre autres, au niveau du financement, comme on parlait tantôt, c'est des parents qui se mobilisent énormément pour nous. Ils vont faire, entre autres, on a une maman là, qui est en train de nous fabriquer des beaux bracelets qu'on va pouvoir vendre
elle finance tout le matériel pour l'instant, elle s'arrange vraiment pour que l'argent aille à nous pour continuer de financer le projet. On a une petite cocotte qui était dans notre camp de jour qui a commencé à fabriquer des objets mâchouillables là, parce que c'est un objet qu'on utilise souvent dans nos camps. Puis, donc, elle les vend, puis elle a demandé qu'une cote aille au camp de jour qu'elle a fréquenté elle-même. Au-delà de ça, j'en oublie. Les chandails. Oui, on a commencé à faire de la vente de chandails aussi pour nous aider à vendre, dans le fond, à soutenir. Puis, la maman de la petite cocotte qui fait les manchouilles a commencé à vendre des chandails également qu'elle a produit. Donc, il y a même une maman qui veut organiser une fête portugaise avec son réseau de famille portugaise, en fait, là, où il va y avoir un Zumbaton et tout. Donc, elle utilise son réseau à elle pour financer ce que nous, on fait. Une autre maman qui a mis son garçon dans notre camp de jour, qui a un frère. Hey, je m'en vais loin dans mes explications, je suis désolée, mais moi, C'est des super bons exemples, c'est vraiment intéressant. Mais entre autres, un petit garçon qui veut se créer des boîtes un peu comme l'UNICEF pour l'Halloween, mais ça va être des boîtes défitoires. Donc, il va se promener et va demander des fonds à la place pas à la place, mais à accompagner des bonbons pour l'Halloween, dans le fond, pour remettre à l'organisme de son frère, en fait. Fait qu'il soutient la cause, veut pas, parce que ses amis connaissent son petit frère qui est autiste, puis que ils côtoient tous les jours quand ils se voient la fin de semaine. Fait que vraiment, la famille se mobilise. Les gens avec lesquels on travaille sont géniaux. Fait que une chance. C'est ça qui me donne une chance. C'est des réseaux sociaux dans le sens classique du terme avant Facebook et tout ça. Oui, exact. Oui, exactement. C'est comme ça qu'on réussit à faire connaître l'entreprise à la base par les réseaux, mais aussi en touchant le maximum de personnes, parce qu'un parle à quelqu'un, puis tout ça, c'est formidable ce qu'on arrive à créer là, avec ces familles-là. C'est magnifique. Là. Est-ce que vous voyez un impact justement avec les médias sociaux comme Facebook et tout ça? Je sais que vous avez une bonne présence sur Facebook. Dans quel point, dans la création, depuis la création, si on veut, de Défie-toi, puis dans la progression, puis dans le public que vous pouvez atteindre, est-ce que ça a vraiment un gros impact? C'est tout. Oui. Pour l'instant, on n'a pas commencé à publiciser style dans les journaux locaux, quelque chose comme ça. On y va plus des entrevues avec les journalistes, mais de là à faire de la publicité puis payer des frais de publicité, on n'en a pas encore fait. Peut-être que ça va venir dans les années, mais honnêtement, on n'est que 100% réseaux sociaux, Facebook et compagnie. Là. Même les compagnies, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Snapchat. On essaie de comprendre LinkedIn, mais on le comprend pas encore très bien. Fait que c'est y a quelqu'un qui comprend LinkedIn, sérieusement? Je pense pas. C'est quelqu'un qui s'est déjà trouvé une job grâce à LinkedIn. Mais je pense pas. On se fait proposer tout le temps de se le faire expliquer. Puis on comprend pas comment ça fonctionne. Mais on essaye fort, OK? Mais merci à ceux qui ont essayé. Il y en a plusieurs qui se sont mobilisés pour nous montrer, nous donner des trucs, nous envoyer des liens. C'est ça. Mais c'est ça. Reste au même niveau. Je ramène la conversation un peu. Tu parles justement des gens qui vous aident et tout. Est-ce que, à l'inverse, lorsque vous présentez votre projet comme une entreprise privée puis que vous montrez un certain refus à être une OBNL, c'est justement, il y a des fois une réaction de méfiance, Ben, au-delà de ça, les OBNL, disons, les CLSC, les trucs de genre, n'ont pas le droit de diffuser notre information parce qu'on est privé. C'est bloqué, ils ne doivent que partager les informations des organismes à but non lucratif. Donc, c'est même pas une réticence, c'est rendu un blocage complètement. Il y a des sites qui partagent en fait toutes les ressources pour les familles et tout. Puis on ne peut pas y figurer parce qu'on est une entreprise privée, mais on répond à un besoin au même titre que tous les OBNL qui sont sur le site. Fait que c'est une grosse incohérence à ce niveau-là, puis on le sait pas, il est où le blocage, puis on comprend un peu l'aspect de... on a peur que l'entreprise privée prenne notre argent et se mette dans les poches. Ça, on le comprend à 100% l'inquiétude, mais il faut des fois passer la barrière, puis malheureusement, il y a beaucoup de services qui sont au privé qui sont essentiels et qui, s'ils n'étaient pas là, on ferait déborder les systèmes publics, puis on n'aurait plus le service de toute façon. Donc, faut que les gens se brisent un petit peu cette méfiance-là. Mais... Puis, ceux qui l'ont fait cet été, autant les familles que, parce que veux pas, les enfants qui ont fréquenté le camp avaient des intervenantes au CLSC, au Flores, ceux qui ont touché au service de Défie-toi, ils ont tous tombé en bas de leur chaise, si je peux me permettre l'expression. Ils ont fait, OK, non, c'est hot. Les intervenantes sont hot, les filles sont hot, les propriétaires sont hot. Let's go, je réfère des clients entre guillemets, avec une carte qui traîne sur la table. Donc, je vais arriver à partager ce service-là sans nécessairement le nommer de mon plein gré aux parents. Fait qu'ils réussissent à trouver des moyens, mais c'est ça. Mais il faut justement que les intervenantes viennent sur le milieu puis soient séduites par nous, en fait. Là. Dans le fond, ça montre un peu le côté de pionnière que vous avez là-dedans. Là. S'il n'y a pas d'autres organisations comme ça qui sont référencées, que c'est juste les OBNL, ça veut dire qu'il y a
comme je l'avais dit, tu es seul dans les Laurentides qui a ça, probablement dans les seuls au Québec. Ça montre à quel point c'est récent, mais aussi qu'il y a un besoin de changement dans le système qui est déjà en place. Fait que, félicitations d'être des pionnières, mais pas de chance. Mais on essaye, puis de manifester aussi que toute notre opinion par rapport à l'entrepreneuriat privé, puis on sait pas trop par où commencer, puis à quelle porte aller cogner non plus, mais c'est tellement important, puis il faut que les gens réalisent aussi, là, justement, tout ce que j'expliquais tantôt, qu'on n'est pas menaçante, là, on le fait à cause sociale, comme on disait tantôt, on va pas tirer zéro profit, honnêtement, cette année, on retombe à zéro, là, puis ça risque d'être comme ça, parce que les dépenses augmentent au fur et à mesure que l'entreprise grossit aussi. Fait que, à un moment donné, il faut briser cette barrière-là. Ouais. Puis on le fait, c'est difficile, mais on le fait. Puis je pense que d'en parler comme on fait actuellement, c'est de lever le voile sur quelque chose qui se dit pas ou peu, Effectivement. en fait. Parce que j'aimais l'hypothèse comme ça, mais j'ai l'impression justement que l'entreprise privée, étant donné que c'est une vision qui appartient exclusivement aux entrepreneurs et non pas comme une OBNL où est-ce que ça se veut une vision démocratique, ça fait en sorte justement que les gens assument peut-être des dessins qui sont clairement pas les vôtres, mais qui pourraient être ceux de personnes qui voudraient peut-être exploiter justement les vulnérabilités de certaines personnes. Là. On a été à des rencontres d'entrepreneurs, mon Dieu, on était comme une soixantaine d'entrepreneurs, puis il y avait beaucoup l'idée un peu que tu soulignes de faire de l'argent. Donc là, on avait un conférencier qui avait fait énormément d'argent et les chuchotements autour de nous, c'était « Hey, c'est formidable, mon Dieu, t'as-tu vu la grosse maison qu'il y a, les autos, le ci, le ça? » Elisabeth et moi, on se regarde, puis c'est pas ça notre valeur. Fait on n'est pas non plus, on correspond pas nécessairement aux valeurs d'un organisme, mais en même temps, les valeurs des entrepreneurs comme tels, ils nous correspondent pas non plus. On est où, nous autres? C'est où notre identité d'entreprise? Donc, finalement, on s'est dit, on reste une entreprise, mais on va juste parler plus fort, finalement. Parce que c'est pas ça, l'idée de faire de l'argent, nécessairement. C'est ça, je vous entends parler, puis moi, ça me fait penser beaucoup à des entreprises qui ont une vocation plus artistique. Oui. Tu sais, par exemple, justement, des groupes d'artistes qui vont s'incorporer pour pouvoir justement avoir une structure puis s'entraider justement sans que ce soit une coopérative ou justement un OBNL que soit entièrement en possession de leurs moyens puis qu'ils aient justement toute la structure qui les protège puis qui structure. Mais tu sais, je pense par exemple à des labels de musique aussi. Ouais. C'est sûr qu'il y a toujours les gros qui sont vraiment là pour faire rouler la machine puis faire de l'argent, mais quand je pense à certains plus nichés, que c'est vraiment pour un genre de musique en particulier, on voit vraiment que dans le fond, c'est un organisme, mais pas dans le sens... Ouais. Mais enfin, j'ai l'impression peut-être que justement, dans l'aspect social, on a tendance à l'oublier, alors que peut-être ailleurs, l'inspiration... Oui, on le souhaite. Il y en a, on a eu des demandes en Europe cette année de faire avoir une franchise en Europe. On a eu des demandes aussi outre-mer, puis on va freiner un petit peu. On va commencer par le gérer la nôtre. Mais oui, effectivement, je pense que c'est un bon parallèle, l'aspect musique, l'aspect artistique. Je pense qu'on est un peu là-dedans en ce moment-là. Parce qu'on voit vraiment qu'on tombe dans une craque, comme vous disiez. Là, c'est... Ah ouais, c'est... Mais je pense que tranquillement, pas vite, on se rend compte que le fossé est plus grand qu'on pensait, puis qu'il y a plus de gens qui vont tomber dans cette petite craque-là. Justement, nous, c'est vraiment le dilemme OBNL, entrepreneuriat, mais il y a beaucoup de dilemmes au niveau de l'immatriculation, des groupes justement des personnes qui veulent juste faire une différence et tout, puis qui savent pas trop comment s'y prendre. Fait que il y a une lacune vraiment au niveau gouvernemental, je pense, là, pour le soutien des jeunes personnes qui ont des projets, qui ont des idées, mais qui savent pas par où débuter. Fait qu'il faut mettre des ressources en place. Les idées, je tiens à préciser, au niveau social, parce qu'il y a un investissement majeur, et tant mieux au niveau des technologies, de la science, puis ça, tant mieux, on en a participé, on a publié notre demande pour participer à un concours de ce genre-là, et on s'est fait répondre, cette année, on prend que des entreprises au niveau de la technologie. Bon, OK, là, on va laisser tomber le côté social à ce moment-là. Donc, notre entreprise, ça ne fait pas pantoute. Fait est-ce que c'est une tendance sociétale, je sais pas si je peux dire ce mot-là, de société, on se dirige plus vers la technologie, la science, la recherche. Là, oui, puis on laisse tomber l'humain derrière. Je pense que oui. Pour être dans le gouvernement, disons que la tendance est très forte côté techno, là. Ça, c'est clair, là, mais...
c'est ça. Ouais. Je pense que les concours où on voulait participer reflètent un petit peu la tendance actuelle. Puis, C'est correct. là, peut-être que j'aurais pas de réponse à ça, mais bon, t'es en pleine campagne électorale, je sais pas si vous suivez un peu la campagne, mais est-ce que vous avez un certain regard maintenant de, par rapport à Défie-toi, qu'est-ce que les autres, on va dire, qu'est-ce que les partisans à nous dire, est-ce que vous avez fait un peu, est-ce que vous avez regardé ça un peu, Oui. ou pas du tout? Ouais. Moi, oui. Je suis curieux, est-ce que ça a changé votre regard sur certains partis ou certaines idées? On n'a pas le choix de teinter notre opinion un peu en fonction de ça, parce que comme je disais tantôt, on crée notre avenir, nous, par rapport à ça beaucoup. Ouais. Fait que si on va voter pour un parti qui ne reflète pas nos valeurs et nos besoins à ce niveau-là, ben on hypothèque notre avenir à nous aussi. Donc c'est sûr que là, notre regard s'est ouvert pas mal à ce côté-là que personnellement je ne regardais absolument pas avant. Là. Ok. J'étais plus avant en train de regarder tout ce qui est par rapport à la scolarité, au soutien social et tout, mais pas au soutien aux entreprises, puis pas à justement tout ce qui est entrepreneuriat. Là, que je sais pas si ça fait renchérir. Non, c'est effectivement ça aussi. Là. C'est sûr que quand tu embarques dans un certain domaine, tu vois les choses différemment. Puis c'est sûr que la politique, mais t'espères et te croises les doigts que ça va correspondre à ta vision. On va voir. On verra, comme tu vas là. Est-ce qu'on retrouve des propositions qui vont dans le même sens que vous, ce que vous aimeriez, où vous aimeriez aller? Est-ce que vous sentez qu'il y a une place pour le privé, justement, dans le social, puis que c'est pas juste... C'est pas le monopole des organismes, si on veut, là. Ça a été peu abordé, je pense. Tu sais, on va pas se cacher la tête dans le sable. Là. Dans les débats actuels, là, on parle beaucoup de l'immigration, de l'écologie. On va parler de l'économie, mais à son grand sens. Là, on parle très peu d'entrepreneuriat, de petites entreprises comme nous. Donc, je dirais que c'est pas une question qui a été soulevée beaucoup. Puis que je vois peu d'espoir dans les prochains mois, voire années. C'est un sujet qui va devoir être débattu à long terme, puis qu'il y a encore énormément de cheminement à faire. Mais écoute, je me croise des doigts pour plus tard, là, mais malheureusement, je pense pas que c'est des choses qui sont sur le bord de changer maintenant, puis c'est très incrusté au niveau de la mentalité de beaucoup de gens. Là. Fait que bref, pas tellement. Ouais. On peut résumer ça comme ça. Ouais. C'est une référence que personne va comprendre dans un an s'il écoute l'émission, mais bon. C'est pas grave. Je trouve que ça amène quand même des questions philosophiques justement sur l'économie. Tu sais, on parle beaucoup de création de richesse, puis à mon avis justement la création de richesse, ça passe pas juste par l'argent puis les impôts perçus, mais aussi par les services qu'on est capable de rendre pour une société. Puis, entre autres, avec tout ça, là, on parle dans les débats politiques beaucoup de la hausse du salaire minimum, qui va passer peut-être à 15 $, mais nous, ça nous tue. Là, des idées comme ça, on a beau dire que pour les gens qui sont au salaire minimum, c'est mieux. Je pense que c'est pas totalement vrai parce que la vie va coûter plus cher avec tout ça et ça va tuer toutes les petites entreprises de notre genre. Nous, on arrive à peine à survivre en payant en ce moment 12,50 à nos employés, ce qui est déjà très peu pour le travail qu'ils font. Mais si on ose ça à 15, on ferme. Malheureusement, là, c'est exactement ça le dilemme en ce moment. Donc, je me croise les doigts pour pas que ça arrive. Puis je sais que c'est dommage parce que les gens méritent ça, méritent un bon salaire, méritent d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais tout ce que ça va entraîner par la suite va être désastreux. Puis, en tout cas, c'est complètement une opinion personnelle, mais... Je veux pas trop partir un débat non plus là-dessus, mais par ça. exemple, l'Ontario a voté pour ça, a fait cette mesure-là dans la dernière année, puis c'est d'augmenter graduellement jusqu'à 15 $. On s'entend, c'est pas une augmentation d'un coup de 3 ou 4 $, parce que ça serait effectivement néfaste. Puis ce qu'on a vu à date en Ontario, c'est qu'il n'y a pas une job qui s'est perdue ou une compagnie qui a fermé à cause de ça. Puis ils ont quand même augmenté déjà à 14 $. Ils ont augmenté de plus qu'1 $ en une année. Fait que c'est pour ça que là-dessus, je veux dire, effectivement, monter d'un coup à 15 $, c'est une mauvaise idée, mais c'est aussi, est-ce que le gouvernement mettrait des mesures en place pour aider des entreprises comme les vôtres ou les PME dans le sens large, puis en général, c'est ce qui s'est fait, autant en Ontario que dans les États américains qui ont fait ça. Fait que, en tout cas, je vais pas lancer. Si je suis d'accord avec toi, s'il y a des balises autour de cette augmentation-là, ok, mais c'est sûr que dans la tête d'Elisabeth et moi en ce moment, c'est qui va en écoper? C'est les parents où je vais être obligée de leur charger plus cher le service. Ils vont finir par comprendre, puis ils vont être d'accord parce qu'ils n'auront pas le choix finalement de payer le service, mais c'est eux au bout de la ligne qui vont payer plus cher le service, qui va être similaire là, à quelque part. Là. Puis il y a aussi le fait que si le gouvernement n'est pas en mesure de nous soutenir en ce moment avec un salaire qui est à 12 $ de l'heure, est-ce qu'il va vraiment arriver à nous soutenir quand le salaire va être encore plus élevé? Nous, on survit tout juste en ce moment avec le salaire.
avec les mesures mises en place actuellement, il va falloir qu'il augmente le rythme un petit peu s'il veut que Ben, ça nous serait aussi, ça l'idée aussi, Ouais. mais C'est plus effectivement, de concours. je pense que là, personne, ce que je peux pas mal juste QS, QS puis le PQ qui en ont parlé, mais personne n'est allé dans le détail de qu'est-ce qu'ils feraient pour aider les PME. Mais... S'inspirerait clairement intéressant. d'autres modèles quand même. Ouais. Puis je pense que c'est de tomber un peu dans une espèce d'effet d'à côté, parce qu'au final, je pense que la véritable problématique, c'est le fait que vous vous retrouviez quand même comme isolé dans vos choix finalement. Là. Puis en ce sens-là, je me demandais si vous aviez réussi à vous trouver quand même des entreprises alliées, dans la mesure où est-ce que ce sont pas nécessairement des gens qui offrent des services semblables ou complémentaires, mais qui se retrouvent d'un point de vue organisationnel. Là. Donc, eux aussi sont des entreprises privées à vocation sociale. Est-ce que vous en avez rencontré d'autres? Oui, on en a rencontré une. On a fait un événement cet été. Elle a effectué nos échauffements, tout ça, elle était présente. C'est Vanessa Pilon-Bernier qui a une entreprise d'activité physique, mais pas pour enfants, des filles particuliers. C'est vraiment faire la promotion de la santé physique par le sport qui est resté au privé. Puis, mais elle a un mari qui l'accompagne dans tout ça pour vraiment aider à financer l'entreprise. Puis, let's go, on se fonce. Elle n'a pas d'employés, c'est elle qui mène la baraque seule, puis qui avance. Donc, oui, on a des exemples, mais je peux pas te dire qu'on en a une poignée. Là. On les cherche, puis entre entreprises privées, on se réseaute. Puis on se parle, on se lance la balle. OK, toi aussi, t'es privé, parfait, tu comprends ce que je vis, excellent, comment on peut s'entraider. Je pense à 2 ou 3. Mais justement, j'avais une discussion la semaine passée ou l'autre d'avant avec un centre de karaté à Laval que lui, ben, il a son entreprise privée de karaté et il s'est fait une branche au BNL pour son karaté adapté. Fait que ça donne un peu l'idée que lui-même dit, ben, regarde, je vais porter les 2 chapeaux, là, puis je vais avoir une entreprise et un OBNL à mon nom. Finalement, je règle la patente, puis ça va être bien plus facile. Fait que tu sais, on en a, mais c'est des exemples puis des contre-exemples finalement. Là. Mais un petit peu. Je pense qu'au final, l'idée, c'est d'avoir une masse assez critique pour que vous puissiez former finalement un groupe, une voix assez puissante, d'être capable de se trouver un porte-parole qui va mener justement ce combat-là, parce que visiblement, il y a un manque quelque part. Oui. On s'en plaint un peu, mais en même temps, c'est tellement, c'est un beau défi. Je pense qu'on vit avec les défis, d'où le nom de l'entreprise. Fait que pourquoi pas un défi de plus, nous aussi, on va en avoir, puis on va gravir la montagne, puis on va réussir à faire connaître autant des fitoires que le manque ou les possibilités qu'il pourrait avoir finalement au niveau du partenariat public-privé, parce qu'il y en a des possibilités. On a des exemples en Europe de beaux partenariats public-privé qui se partagent le jeu. C'est génial, ça se fait, c'est possible. Pourquoi pas ici aussi? Parce que nos PPP, c'est pas exactement dans le même nombre de chiffres. Ouais, puis nos PPP, je veux dire, c'était pour des viaducs puis des autoroutes, puis pas des bonnes idées de PPP. Vocation sociale. Ben oui, des autoroutes, un beau viaduc social. Des bons projets. Pour les sans-abri, puis qu'il y ait en dessous, protéger de la pluie, c'est la mission sociale. Enfin. Bon, ça prête un petit peu nos bulles de licorne et de rose avec. paillettes. Et nous autres, on y croit. Ben, je pense qu'il y a de plus en plus de mouvements dans ce sens-là. Ça se discute de plus en plus, en tout cas, de ce que moi je vois du côté du gouvernement fédéral. Ça se mentionne tranquillement. C'est plus à grosse échelle qu'avec des PME, mais je veux dire, on sent que ça commence à rentrer dans la discussion de le partenariat public-privé. Il y a peut-être de quoi plus au niveau, pour remettre le public dans le partenariat public-privé, puis la vocation sociale qui vient avec le public aussi. Oui. Fait que j'ai quand même espoir que le switch se fait parce qu'on n'a comme pas le choix. À si on quelque veut. part, tu sais, je pense qu'on l'a mentionné un petit peu plus tôt, les listes d'attente sont longues. Il y a des organismes même non lucratifs qui doivent avoir des listes et c'est correct parce qu'ils fonctionnent de cette façon-là. Il y a un ratio limité, mais l'enfant se retrouve sur une liste d'attente pendant 1 an pour faire des activités de loisirs. Moi, dans la tête d'étudiante, mais aussi peut-être de futurs parents, t'as peu, là. Je mets mon enfant sur une liste d'attente pour des loisirs. Y a-t-il des alternatives? Il y en a peu ou sont pas connus. C'est important d'en avoir des alternatives. Autant pour un enfant neurotypique sans défi particulier, ben, il y a plusieurs possibilités. Alors pourquoi pas un enfant qui a un défi comme une grande dyspraxie ou une grande anxiété qui peut pas aller dans les réseaux réguliers? Pourquoi lui, il n'y aurait pas le choix? Il n'y aurait pas des possibilités de choix?
Je pense pense que ça entre peut être autres à une maman qui nous a appelé en début d'été un peu désespérée. Ça faisait 3 ans qu'elle était sur une liste d'attente pour un service de loisirs. Puis elle a eu son appel finalement pour rentrer l'enfant, puis elle s'est rendue compte qu'il ne correspondait pas à un des critères de l'entreprise, donc ne pouvait pas avoir accès au service après 3 ans sur la liste d'attente. Donc elle nous a appelé un petit peu déboussolée en se disant ben, j'imagine que vous êtes complet, mais pour l'année prochaine, est-ce que je peux avoir l'information? Puis finalement, on a réussi à faire une place à l'enfant dans nos services, mais la mère était en larmes, puis elle a dit mon Dieu, au moins une chance que vous existez, j'ai une alternative, j'ai quelque chose d'autre. Puis c'est un peu là que au même principe que quand on va chez le médecin, qu'on veut pas attendre pendant une demi-heure dans la salle d'attente, ben plus une demi-heure, généreuse, là, c'est plus on va pas au même médecin. Donc on se dirige vers le privé, c'est exactement le même principe. On veut aller chercher de la qualité, on veut aller chercher du service à partir du moment qu'on a les moyens de le faire, de se le permettre. Ben je pense que ça se doit d'être publicisé, ça se doit d'être soutenu. Je pense que c'est là justement peut-être l'inquiétude par rapport à l'entreprise privée, c'est que du moment qu'on tient un filon, la vision, la cause sociale, oui, mais l'appât du gain fait en sorte que est-ce qu'à un moment donné, on atteint un certain niveau d'exagération ou justement il y a une espèce d'exploitation qui est faite. Puis là, je trouve que l'exemple des médecins est assez frappant de ce côté-là parce que justement, je trouve que en tout cas, là, je rentre dans l'opinion, là. Je pense qu'on pensait à la même chose. Au même titre que l'école privée, je trouve que le médecin privé, c'est juste un symptôme d'un problème plus grave qui est comme quoi on n'est pas capable de fournir le service par le public, finalement, ou justement par un organisme à vocation sociale. Ça devient des entreprises qui sont là pour le profit puis qui vont être finalement conduits par, même s'ils ont une mission qui se veut très noble en mots et quand même drivée par les impératifs économiques. Plus près de la réalité défie-toi, on peut parler de recevoir un diagnostic. Au public, ça peut te prendre des années. Puis ils vont te le dire, ben, tu peux aller au privé, ça va te coûter en haut de 1 000 $ pour avoir ton diagnostic, mais tu vas l'avoir dans 1 mois. Fait que le parent a le choix, mais encore là, pourquoi, comment ça? C'est si long que ça. Puis bon, là, tu peux rajouter Elisabeth, là, mais ça coûte cher dans des bureaux de privé pour avoir un diagnostic. C'est exceptionnel comme prix, là. Ben, ça devient un marché. Ça devient comme aller faire son épicerie puis regarder les coupons rabais. C'est le même principe parce que je travaille en fait à temps partiel dans une clinique de psychopédagogie qui fait du diagnostic. Exactement ce que la situation que Laurent vient de nommer. Puis, il faut magasiner les prix. C'est totalement ça. Quand tu veux faire un diagnostic, tu appelles dans 3, 4, 5, 6 cliniques. Donc, ça devient du magasinage pour tes services. Même chose pour Défie-toi et les autres services. Même chose pour les médecins. Même chose. Tout a un prix qui varie. Puis après ça, il faut se fier à la bonne foi des gens, puis essayer de trouver quelqu'un en qui on a confiance, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir de l'abus au niveau privé. Fait que ça devient peut-être une source d'anxiété au niveau du parent qui doit choisir la bonne chose pour son enfant, doit choisir la bonne chose pour son portefeuille aussi. Mais malheureusement, ça reste quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire, parce que même au privé, au niveau des diagnostics, ça peut prendre 3 à 6 mois. Parce que la demande, elle est explosive. Fait que s'il n'y avait plus de privé, ben le public ne fournirait pas du tout. Donc, tant qu'il n'y a pas une amélioration qui est faite, un peu comme tu nommais tantôt, là, au niveau du service public, on ne peut pas se passer du privé. En même temps, là, vous autres, vous pouvez rien faire là-dedans, mais en termes sociétal, ça peut juste créer un cercle vicieux de il y a de plus en plus de monde qui va au privé parce qu'ils n'ont pas accès au public. Fait que là, on va réduire le budget pour le public. Fait qu'il y a encore plus de monde qui va aller au privé. Puis tu sais, on est sans fin. Oui. Puis ça, c'est un problème de société plus que d'une compagnie en elle-même puis tout ça, mais tu veux pas laisser un parent non plus dans l'ignorance pendant 3 ans avec un enfant qui te démontre des signes de retard ou de difficultés majeures. Tu veux pas, là. Vous, justement, est-ce que, par exemple, un parent qui va envoyer son enfant à votre camp, est-ce qu'il reçoit de l'argent du gouvernement pour payer une partie des coûts? Comment ça fonctionne à ce niveau-là pour le parent? Dans le fond, ça dépend tout le temps de la situation de l'enfant. Nous, on accepte les enfants avec ou sans diagnostic. Okay. L'enfant qui n'a pas de diagnostic, souvent, a accès aux subventions de base. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec un enfant neurotypique, là, mais que n'importe quel parent aurait droit. Pour une ligue de soccer, par exemple. Exact, même principe, exactement. Tandis qu'un enfant à défi particulier peut recevoir un montant pour tout ce qui est frais de garde, etc., que ce soit gardé dans la maison ou sous un milieu de garde, donc qui est applicable donc dans notre camp de jour également. C'est pas par contre tous les enfants qui y ont droit.
puis pas tout le monde au même montant également. Ça Ok. devient un peu subjectif si on veut, là, avec des grilles remplies par les enseignants, entre autres et tout, pour donner un portrait global de l'enfant puis évaluer le niveau de besoin. Puis là, je me lancerai pas dans un gros débat à ce niveau-là non plus, mais c'est très très mal réparti. Des parents qui devraient y avoir accès parce qu'ils en ont besoin et que tu vois l'épuisement que, mettons, moi je m'en vais garder l'enfant puis je sais que les parents n'ont pas accès à rien pour me payer puis ils n'ont pas nécessairement les moyens non plus de se l'offrir, mais ils ont besoin d'un break puis ils n'ont pas le droit à cette subvention-là, versus des familles bien nanties, que l'enfant a des difficultés notable, c'est clair, mais qui a une certaine forme d'autonomie, qu'ils sont capables de fonctionner, puis ils ont droit. Mais Ok. tu te demandes où la logique, puis où est-ce qu'il se fait le classement, parce que des fois, ça arrive que tu es confronté à un petit peu à un conflit de valeurs, puis t'as le goût de prendre l'argent d'une famille puis de dire je vais le donner à l'autre parce que ça fonctionne pas dans ma tête comment c'est utilisé. Ouais. Mais on n'a pas ce pouvoir-là. Fait que on est un peu confronté à ça aussi dans les familles là, qui se permettent nos services l'été, là, mais on les soutient du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Fait que oui, ils ont accès à quelques subventions, d'où le fait qu'on a des enfants là, qui viennent malgré que les parents là, nous le disent. Ça coûte cher, mais chance que j'ai tel aspect là, qui va venir m'aider à payer. Parfait, excellent. Fait que viens ta part chez nous, puis on va t'accepter. On est là. Puis mettons pour l'avenir, là. Est-ce que justement votre position, vu que vous êtes toujours en train de vous battre un peu par rapport à un type d'organisation, puis vous vous battez de l'autre bord contre l'autre type, est-ce que vous avez une espèce de vision, disons, la structure qui serait parfaite? Comment, est-ce que vous aimeriez voir d'une certaine façon votre vision d'entreprise? Est-ce que vous seriez capable comme de formuler une façon que vous aimeriez qu'elle se structure, qu'elle prenne sa place dans la société puis qu'elle se trouve entre les deux? Comment vous le verriez finalement? Moi, j'avais bien aimé la discussion que j'avais eue avec justement le centre de karaté de Michel Turpin, où il dit, j'ai un volet privé puis j'ai un volet public. That's it, that's all. Je me complique pas la vie. Puis, oui, il y a un conseil d'administration pour son OBNL, mais ça reste que lui siège aussi sur son OBNL. Fait que c'est peut-être une possibilité dans l'avenir où on va garder nos têtes de cochon et on va continuer. Mais ça, je pense que ça pourrait être une possibilité, style de garder le camp de jour en privé, mais d'avoir des alternatives d'activités OBNL un peu autour, là, une espèce de satellite autour de Défi-toi. Ça pourrait être une option. Puis sans le faire, on le fait également. Là, on a parlé beaucoup du camp de jour, mais on offre des activités, tu sais, 2 fois par année, on a des activités familiales gratuites extérieures pour réunir les familles dans le fond, puis ils ne paient pas pour être là, mais c'est même chose un peu que les fêtes de ville et tout, auxquelles ils ne vont pas parce qu'ils sont parfois gênés d'amener leur enfant au cas où ils feraient des crises ou quoi que ce soit. Donc même principe, on offre ça gratuitement, on a des cours de gymnastique qui sont offerts à moindre coût aussi, ça reste que c'est privé, mais on collabore avec des OBNL. Ouais. Fait qu'on va un peu toucher à ce volet-là sans le nommer qu'on est au BNL ou vraiment dans un volet plus social. Mais tranquillement, pas vite, il y a des ponts qui se créent de ce côté-là aussi. C'est des ponts créés par des personnes qui croient en Défi-toi, la dame avec cette gym qui nous a ouvert la porte pour faire nos cours de gymnastique là, elle y croit, elle a elle-même un enfant à défi particulier, puis elle dit non les filles, vous rentrez ici. Puis on offre des cours adaptés, mais en ce moment, les cours sont pleins. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réelle demande. Ouais. Elle a cru en notre projet, puis elle dit non, on va s'arranger, vous êtes privé, on trouve un moyen, on va patenter quelque chose, puis on se lance. Fait que c'est avec des ponts comme ça, avec des personnes qui croient, c'est ça, au partenariat, puis let's go, crème, on le fait. Fait que c'est possible. Je pense que c'est la branche qu'on aimerait prendre. Est-ce que ça va changer dans les années? Peut-être, c'est à revoir. Puis est-ce que vous avez déjà des projets pour l'année qui s'en vient ou les années futures? Est-ce que vous avez une idée un peu de la trajectoire que vous aimeriez prendre? Elisabeth en a tous les jours des nouveaux projets. Ah, c'est bon ça? Oui, tous les jours. Tous les jours des nouveaux projets, des nouvelles idées. Fait que oui, on en a. Ceux qui vont se réaliser, c'est parce qu'on va s'être assis puis on Prendre le temps de les Pour planifier. l'instant, j'en ai quelques-unes. Je les ai dans l'auto tantôt. Ouais, il faut qu'on se parle, j'ai des idées, mais elle sait même pas encore. C'est vraiment... Mais c'est ça. Donc, on sait pas trop encore où le vent nous amène. On verra. On a des projets pour dans 5, 10, 15 ans déjà. On essaie Wow, de placer ok. nos choses. Oui, on voit loin. Il C'est faut. cool, ben oui. Mais ouais, fait qu'on va pas tout de suite donner les scoops. Là, Non, Ça, c'est Non, parce que on s'en a des idées. c'est ça. On sait où on va se rendre. Est-ce que ça va prendre des zigzags? Probablement, mais oui, on sait qu'il y a quelque chose au bout puis que ça va être très cool. Très cool, ouais. Puis est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez dans votre projet une place pour une 3e, une 4e, une 5e personne ou
vous voulez vraiment garder ça pour vous parce que vous voyez que vous avez la même vision? Ça va être dur de rentrer une troisième personne. Parce qu'on est un peu fusionnel, puis on dit à la blague qu'on partage le même cerveau. Des fois, elle complète mes phrases et vice-versa, puis sans qu'on se parle, elle est capable de voir ce qu'on veut se dire. Mais c'est possible, par exemple, parce qu'on n'est pas non plus fermé à l'idée d'avoir une troisième vision qui amène des choses différentes, puis qui amène des tangentes, des nouvelles couleurs. Mais c'est ça, il faut que la personne soit prête à parler de princesse rose brillant et enfant à défi particulier à peu près à tous les jours. Fait que c'est quelqu'un d'investi autant émotionnellement que cognitif. Là. Mais on ferme pas la porte aussi parce qu'on est humaine, puis que c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de projets, puis on pourra peut-être pas subvenir à la demande. Subvenir, j'ai dit un mauvais mot, ben pas un mot pas vrai. Fait que subvenir à la demande tout seul, donc quand ça va continuer à grossir, je me souhaite que ça continue de grossir aussi. Là. Fait que, on ferme pas la porte, mais vraiment, il faut que la personne soit prête. On a déjà délégué des projets. Okay. Cet hiver, en fait à l'hiver 2018, oui. C'est une de nos partenaires qui avait organisé notre événement d'hiver, puis chapeau, elle a fait ça comme un chef. C'était vraiment très, très, très génial. Elle a pris le projet en main de A à Z. Nous, on était là, on la soutenait au niveau financement, puis d'y donner un peu nos idées, mais elle avait carte blanche, puis pour vrai, ça a été génial. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire, j'y crois, puis il y a des personnes qui ont autant la flamme que nous qui vont nous aider à créer d'autres beaux projets. Mais c'est ça. Ça va prendre quelqu'un de près. Puis là, est-ce que vous avez un événement prévu à l'automne? Est-ce que dans les prochaines semaines, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? En ce moment, je vous dirais que c'est beaucoup le projet nature qui roule. C'est même principe que le camp de jour exactement sur le même lieu, donc au parc du domaine vert, mais à tous les samedis. Donc on reçoit des groupes pour la journée pour venir dépenser de l'énergie à travers les longues journées d'école de la semaine. Donc c'est vraiment ça en ce moment notre principale activité. Il y a également la gymnastique qui se déroule les dimanches. Donc on est plus là-dedans dans les activités de fin de semaine. Puis sinon, notre plus gros élément qui s'en vient, là, c'est le carnaval au mois de février. Donc un carnaval familial là, avec des activités extérieures en famille. Bien, merci beaucoup les filles. Ben, merci à vous. Franchement intéressant. On vous Énormément. souhaite beaucoup de succès Merci. dans vos projets futurs. Merci de l'invitation, c'est très, très, très Apprécié. Merci. Je pense que c'est important qu'on laisse la place justement à des initiatives comme ça qui sont aussi nobles. Puis c'est le fun parce que ça montre un autre côté de l'entrepreneuriat privé qu'on voit vraiment pas souvent dans les médias. Puis c'est ça, on est plus habitué au côté très capitaliste de la chose, puis le profit. Exact. Puis c'est rafraîchissant, puis encourageant aussi de voir des projets comme ça, je trouve. Ah, mais merci. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps que vous nous avez alloué. C'était fort intéressant. Merci à mes collaborateurs, Marc-André, Ça fait plaisir? Rosemary. Ça fait plaisir. Je vous rappelle que nous sommes sur Facebook. Aimez, partagez, c'est important. Nous sommes aussi sur iTunes. Rappelez-vous, il faut déjouer les algorithmes, donc 5 étoiles. Nous sommes aussi sur Google Play Music, Podbeans et YouTube. La semaine prochaine, je suis franchement très excité parce que c'est Rosemary qui va nous présenter son sujet. Pour la première fois. Eh oui, un je sors de sujet ma à l'autre. cachette. C'est bon ça, on avait hâte. Tu vas nous parler de traduction. Oui, exactement. Traduction, avancée technologique, l'avenir de tout ça, en gros. Comment espérer qu'on tombe pas dans un épisode de Black Mirror? Fait que viens me convaincre qu'il y a quelque chose de positif. Comme d'habitude, ça va être difficile. Exactement. Les filles, j'aimerais ça vous entendre parler sur les plateformes sur lesquelles vous êtes disponibles. Question qu'on ait plus d'informations. Oui, en fait, on est très actifs là, via Facebook et notre site web, defitoi.com, DEFIETOI.com. Des fois, on peut faire des petites erreurs de français. Si jamais les inscriptions pour nos activités sont à l'année, si jamais ça vous intéresse, on a les samedis, on a la gymnastique, on a nos événements saisonniers, l'hiver, l'été, puis notre camp de jour estival. C'est ça. Ça compte pas mal avec ça. Donc merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de visibilité. On va essayer d'en faire le plus possible avec notre émission, même si ça reste très modeste. Toutefois, on remercie encore nos chers auditeurs, puis on vous dit au revoir. Bye bye! Bye!